On voit encore des connexions, donc je propose qu'on attende une petite minute et puis on va démarrer. Alors, je vous propose qu'on démarre. On est très heureux de vous accueillir pour ce webinaire consacré au contrôle interne. Alors, on est vous êtes là plus de 60 participants. On voit encore des connexions qui arrivent. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Blanc-Vanet, actuaire depuis 10 ans, senior manager chez Actuelia. J'ai toujours travaillé comme consultante auprès de différents types de structures, des mutuelles, des institutions de prévoyance, des organismes d'assurance, sur des missions variées. Ça fait maintenant 10 ans que je suis actuaire et la première mission que j'ai réalisée en arrivant dans mon premier cabinet, ça a été la mise en place d'un dispositif de contrôle interne dans une mutuelle. Et donc, 10 ans après, je suis très heureuse de pouvoir vous en parler. Alors, je vais vous parler de cette première mission, mais depuis, j'ai eu l'occasion d'en réaliser beaucoup d'autres sur différents sujets liés au contrôle interne, que ce soit de l'audit de dispositifs, de la mise en place, mais on y reviendra. Et je serai accompagnée ce matin de Jean-Noël. Alors, bonjour à tous, je suis Jean-Noël Ramé, consultant senior et consultant au sein du cabinet actuaire depuis maintenant 3 années. Alors, j'ai un parcours un peu différent d'un actuaire classique parce que j'ai fait un master spécialisé du coup en gestion des risques. Et dans ce cadre, j'ai l'occasion d'accompagner un bon nombre de mutuelles dans la mise en place des normes réglementaires, notamment Solva 2, mais également dans la mise en place de leurs dispositifs de contrôle interne. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, pour ceux qui nous connaissent un peu moins, de vous présenter en quelques mots le cabinet Actuelia. Le cabinet a été créé il y a maintenant 8 ans. On démarre le 9e exercice, on est plus d'une trentaine de consultants, alors quasiment tous actuels, mais voilà, comme l'a dit Jean-Noël, avec parfois des doubles diplômes, notamment en gestion des risques. On travaille avec plus de 120 organismes, des mutuelles, des IP, des assureurs. Et ce qui plaît à nos clients, c'est bien sûr notre expertise, mais également les solutions pragmatiques adaptées qu'on essaie de proposer au maximum aux structures avec lesquelles on travaille. Et le sujet du contrôle interne s'y prête forcément parce que qu'on soit chez AXA, chez Harmonie ou dans des plus petites structures, je crois qu'on est avec les mutuelles Vigérène aujourd'hui, la façon dont vous allez mettre en œuvre vos dispositifs de contrôle interne va bien sûr différer parce que les processus sont différents et la façon dont vous allez maîtriser l'activité sera différente. Donc, ce qui est intéressant et ce qui nous a poussé aujourd'hui à organiser ce webinaire, c'est que même si on va le voir un petit peu plus tard, le contrôle interne est une obligation depuis 2008, c'est un sujet qui reste toujours d'actualité. 13 ans après, c'est toujours d'actualité et toujours essentiel pour les organismes d'assurance d'assurer la maîtrise de leurs activités et donc d'avoir un dispositif de contrôle interne efficace, notamment quand on regarde des défaillances dans l'actualité, on voit que c'est des défaillances souvent opérationnelles. Il y a de plus en plus d'organismes, alors pas forcément des organismes d'assurance, mais aussi qui subissent des cyberattaques. Ça, c'est un risque opérationnel. Le risque comme clé. Et donc, finalement, on se rend compte que les défaillances potentielles, ce n'est pas des défaillances financières, mais c'est plutôt des défaillances opérationnelles, et ce qui fait que le contrôle interne reste vraiment au cœur des priorités des organismes avec lesquels on travaille. On se rend compte aussi que, même si c'est obligatoire depuis 2008, le contrôle interne pose encore beaucoup de questions parce qu'on verra normalement beaucoup en une cartographie des risques, mais beaucoup de nos clients s'interrogent sur comment créer de la valeur ajoutée, comment s'assurer de l'efficacité de leur dispositif. Et du coup, on a eu envie de vous partager notre expérience sur ce sujet, de vous proposer en 45 minutes des bonnes pratiques qu'on a pu observer chez nos clients. Alors, bien sûr, selon la taille de votre structure, vous y retrouverez dans certaines bonnes pratiques, d'autres seront peut-être moins adaptées à votre structure. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer de donner un panel le plus large possible, un périmètre le plus large possible des bonnes pratiques qu'on a pu observer en termes de contrôle interne. Alors, n'hésitez pas, il y a un chat à côté, donc à poser vos questions. Plutôt, alors, si vous les avez au fil de l'eau, et on prendra plutôt le temps avec Jean-Noël d'y répondre à la fin, en essayant de répondre au maximum.
Alors, avant de commencer, une petite slide qui permet en 4 questions de se dire finalement, qu'est-ce que le contrôle interne? Alors, le contrôle interne, c'est un dispositif de gestion des risques opérationnels. C'est 45 prochaines minutes, on sera vraiment que sur le risque opérationnel, c'est-à-dire payer le risque de payer en double une prestation, le risque d'encaisser une mauvaise cotisation, le risque de mauvais paramétrage de garantie, le risque de non-conformité d'une grille de garantie ou d'un règlement mutualiste. Donc, ça va être vraiment des risques inhérents à la structure que vous pouvez maîtriser en interne. Par exemple, n'est pas un risque opérationnel une chute des marchés financiers. Bon, vous ne pouvez rien faire pour éviter la chute des marchés financiers. Donc, là, on n'est vraiment que sur du risque opérationnel avec comme objectif d'assurer la maîtrise des activités. Vous, votre métier en tant qu'assureur, c'est d'encaisser des cotisations et de payer des prestations et donc d'assurer un service de qualité à vos adhérents sociétaires assurés. Et donc, pour ça, c'est important que vos activités soient maîtrisées, donc que vos risques soient maîtrisés. Donc, le dispositif de contrôle interne, il va avoir 3 étapes: identifier les risques, les quantifier et les maîtriser. La dernière question, c'est presque la plus importante et c'est pour ça aussi qu'on était content avec Jean-Noël d'animer ce webinaire parce que c'est un webinaire qui s'adresse à tous. Et on le voit aujourd'hui dans les participants, on a des fonctions clés gestion des risques, on a des responsables contrôle interne, mais on a aussi des administrateurs, des opérationnels. Parce que le contrôle interne, c'est l'affaire de tous. Et donc, la maîtrise des activités, elle passe par les opérationnels qui, au quotidien, gèrent leurs activités. La gestionnaire prestation ne saisit pas les prestations les yeux fermés. Le responsable informatique s'assure que les blocages soient bien au quotidien opérationnel. Mais la direction a bien sûr un rôle à jouer pour s'assurer que le dispositif vit et est correctement mis en place. Et puis, les administrateurs qui sont avec nous, vous avez un vrai rôle parce que si on regarde dans vos statuts, une de vos premières missions, c'est de vous assurer de l'efficacité des activités. Vous êtes garant du bon fonctionnement des activités et à ce titre, c'est à vous, administrateurs, et on verra comment vous pouvez le faire, c'est à vous de vous assurer que le dispositif fonctionne bien. Donc voilà quelques mots sur le contrôle interne. Comme je le disais, c'est une obligation depuis 2008. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on regarde qui a mis en place déjà un dispositif de contrôle interne. Alors, obligatoire, donc on vous propose de se dire, est-ce que vous avez mis vos dispositifs de contrôle interne avant 2008, entre 2008 et 2011, entre 2012 et 2015, après 2016 ou pas encore mis en place? On va laisser encore. On va attendre d'avoir peut-être 80% de réponses et on en a 70. Ok, donc je vous propose qu'on clôture le sondage. Finalement, on voit que c'est presque assez bien réparti. Et même si l'obligation de mise en place d'un dispositif de contrôle interne est obligatoire depuis 2008, on vous a rappelé sur les slides cette ordonnance du 8 décembre 2008 qui impose aux organismes de mettre en place un dispositif de contrôle interne, un comité d'audit et un dispositif d'audit interne. Finalement, vous voyez, parmi les participants, aujourd'hui, vous êtes j'ai envie de dire finalement que 20% à l'avoir mis en place entre 2008 et 2011. Et c'est vrai que j'aurais pu anticiper presque ces réponses. Comme je l'ai dit, je travaille depuis 10 ans. Et j'ai vu finalement que 20% des organismes avaient commencé à mettre en place leur dispositif entre 2008 et 2011, mais que la majorité l'avait plutôt mis en place entre 2012 et 2015. Pourquoi? Parce qu'en 2012, on commence à sentir les prémices de solvabilité 2. Il y a déjà une directive la directive qui est sortie, mais elle n'est pas encore en vigueur. Elle sera en vigueur qu'au 1er janvier 2016. Et finalement, cette directive solvabilité 2 va rajouter une couche en termes d'exigence sur le contrôle interne. Et c'est ce qu'on vous a mis
finalement, dans le dernier carré, l'article 46 de la directive qui impose aux organismes d'assurance de disposer d'un système de contrôle interne efficace. Donc, pour ceux qui avaient voulu passer au travers les mailles de l'ordonnance du 8 décembre 2008, ils se sont dit, bon, là, on n'a plus le choix. Et donc, c'est pour ça que beaucoup d'organismes l'ont mis entre 2012 et 2015. Et puis 30% après 2016, parce qu'ils se sont dit, bon, là, la CPR peut venir vraiment me contrôler sur ce point-là, donc il faut que je le mette en place. Il y en a peu, mais finalement, vous voyez, parmi les organismes présents, il y en a encore presque 10% qui ne l'ont pas encore mis en place. Nous, on travaille avec Jean-Noël en ce moment pour 2 structures qui sont en train de le mettre en place. Et on en reparlera, mais même dans la mise en place, on voit qu'entre 2008 et aujourd'hui, 2021, les méthodes ont pu évoluer. En tout cas, voilà, c'est intéressant de faire ce sondage pour se dire que selon les structures, on n'est pas tous au même niveau de maturité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois que Jean-Noël veut nous proposer. Oui, alors avant de regarder théoriquement comment on met en place et comment on pilote un dispositif de contrôle interne dans un organisme, je vous propose qu'on construise ensemble un meuble IKEA. Alors, vous avez d'ailleurs une jolie illustration de Camille en train de se prêter au jeu. L'idée, c'est de vous montrer que dans votre vie de tous les jours, vous faites déjà du contrôle interne. Alors, bien sûr, on verra ensuite plutôt en pratique comment on l'applique à vos organismes. Mais dans un premier temps, quand vous allez construire un meuble IKEA, vous allez vous poser plusieurs questions. Il faut vous demander pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais pour passer un bon moment avec mon fils? Est-ce que je le fais parce qu'on participe à un concours du meuble mieux monté, ou est-ce que je le fais pour accrocher au-dessus du lit du bébé, par exemple? Selon le pourquoi je le fais, les impacts, si je rate, seront différents. Si c'est juste pour passer un bon moment avec mon fils, si je rate, les conséquences ne seront pas très graves. Par contre, si c'est pour accrocher au-dessus du lit du bébé, alors là, les impacts, si je rate, seront beaucoup plus graves. De la même façon, au sein de votre mutuelle, quand vous allez faire un processus, il faut se poser la question de quels sont les impacts si je rate. Ça ne va pas être le même impact si on se trompe dans le remboursement d'une prestation à un adhérent que si on fait une coquille ou une faute d'orthographe dans le journal de la mutuelle, par exemple. Donc, identifier les impacts vous permet de bien doser le niveau de contrôle que vous allez y mettre derrière. Vous allez aussi vous poser la question de quoi est-ce que j'ai besoin. Si vous n'avez pas de perceuse ou si vous n'êtes pas trop doué en bricolage, peut-être que vous allez faire appel à votre voisin. De la même façon, dans votre mutuelle, vous pouvez faire appel à des sous-traitants. Alors, bien sûr, quand vous montez votre meuble IKEA, vous n'avez pas votre paperboard pour vous dire quels sont les risques que j'encours quand je monte ce meuble-là. Pour autant, dans votre tête, intuitivement, vous allez essayer d'éviter de vous blesser, d'éviter que votre fils se blesse, d'éviter de déclencher un incendie. Et donc, pour ça, vous allez mettre en place des éléments de maîtrise des risques. Mais attention, quand on parle d'éléments de maîtrise, il faut qu'ils soient en adéquation avec ce potentiel risque encouru. Par exemple, pour éviter de déclencher un incendie, est-ce que vous allez faire sécuriser le périmètre par des pompiers? Bon, a priori, je ne pense pas qu'on ait besoin de lancer un sondage pour ça. Je pense que la réponse est forcément non, parce que la probabilité que l'incendie survienne est quand même relativement faible. Donc, vous voyez que même sans dire que vous faites du contrôle interne, déjà, dans votre tête, vous hiérarchisez les risques et vous y mettez en face des éléments de maîtrise. Alors, comment atténuer les risques? C'est justement ces éléments de maîtrise. Donc, des éléments de maîtrise qu'on a vus juste avant. Donc, dans le cadre d'un meuble IKEA, ça peut être quoi, par exemple? C'est vérifier que l'étagère tienne. C'est porter des gants de protection pour éviter de se blesser. C'est solliciter l'aide d'un voisin ou d'un expert pour les étapes de montage qui peuvent s'avérer difficiles pour vous. Donc, comme vu précédemment, pour chaque risque, vous allez y associer un élément de maîtrise en adéquation avec le risque encouru. Finalement, une fois qu'on va avoir monté son meuble IKEA et qu'on a essayé de limiter au maximum les risques, alors je ne sais pas si vous avez déjà monté un meuble IKEA, mais une fois qu'on l'a monté, on est content d'avoir fini et on fait rarement un feedback de « bon, finalement, est-ce que je l'ai bien monté? Est-ce qu'il faut que j'ajuste les outils ?» Et dans la vraie vie du contrôle interne, dans vos organismes d'assurance, c'est souvent la même chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a établi notre cartographie des risques, c'est-à-dire identifié les risques comme on a pu le faire ici avec le meuble IKEA, mis en place en face des éléments de maîtrise, on a le sentiment que le plus dur est fait. Et pourtant, pour rendre pertinent, pour créer de la valeur ajoutée, pour rendre efficace votre dispositif,
cette étape de « et après, quels sont les axes d'amélioration », elle est essentielle. Parce qu'il faut vous dire, voilà aujourd'hui l'état actuel de mes risques et des éléments de maîtrise. Mais comment est-ce que je peux améliorer l'efficacité? Comment est-ce que je peux ajuster mes processus pour les rendre plus optimisés, plus efficaces? Et c'est ça finalement tout le rôle du contrôle interne. Les objectifs du contrôle interne vont être d'assurer l'efficacité du fonctionnement de l'organisme. Et finalement, on a le sentiment que contrôle interne porte un peu mal son nom parce qu'on est dans la notion de contrôle, alors qu'en réalité, on est plutôt dans la notion d'optimisation du contrôle. Et si je peux prendre un exemple, lorsque j'ai pu mettre en place un dispositif de contrôle interne, on s'était rendu compte qu'au service prestation, c'était une mutuelle santé, toutes les prestations supérieures à 500 € étaient bien sûr autocontrôlées par la gestionnaire, mais également contrôlées par l'adjointe aux prestations, par la responsable prestation et ensuite par le service comptabilité. Donc, il y avait presque 4 niveaux de contrôle, sauf qu'on s'est rendu compte que dès le départ, le risque était faible. Et donc, à partir de ce constat-là, on a revu le contrôle et on a réaugmenté le seuil. Et finalement, au lieu de contrôler toutes les prestations au-dessus de 500 €, on a contrôlé toutes les prestations au-dessus de 1 000 €. Ce qui a pu finalement soulager les équipes et des ressources qui étaient affectées à ces contrôles-là ont pu être affectées à d'autres ressources. Donc vraiment, gardez en tête que le contrôle interne porte mal son nom et qu'on est plutôt dans de l'optimisation et de l'efficacité des activités. C'est un processus qui doit être évolutif. Forcément, on y reviendra, mais vos risques ont évolué, vos risques évoluent presque tous les jours et donc c'est important de vous assurer que votre cartographie n'est pas seulement une photo, mais bien quelque chose de cohérent avec la réalité d'aujourd'hui de votre structure. Ça doit être adapté à votre entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est propre à votre structure pour le rendre efficace. Alors, on peut pas vous présenter un webinaire sur le contrôle interne sans vous parler du COSO. Le COSO, alors quelques mots, c'est un référentiel international qui permet de décrire le cadre de mise en place d'un dispositif de contrôle interne. On se rend compte, et peut-être qu'on pourrait changer aussi dans le chat ou même après, mais on a le sentiment que nos clients trouvent que leur cartographie n'est pas suffisamment efficace, leur dispositif n'est pas suffisamment efficace, que ça a été chronophage de mettre en place cette identification des risques, mais qu'aujourd'hui, ça apporte peu de valeur ajoutée. Quand on revient à l'essentiel et au référentiel COSO, on arrive à retrouver du sens. Pourquoi? Le COSO propose 5 éléments. Et le premier, c'est l'environnement de contrôle. Et c'est celui qu'on peut un peu oublier. L'environnement de contrôle, c'est le fondement de tous les autres. L'environnement de contrôle, c'est vraiment ce qui va définir les valeurs de votre organisme. Aujourd'hui, je crois qu'on est, vous êtes plus de 85, je pense qu'on est plus de 60 organismes différents. Vous êtes tous assureurs. Pour autant, la définition, vos valeurs sont différentes. On parle beaucoup de raisons d'être. Aujourd'hui, les structures d'assurance ont des raisons d'être différentes, ce qui fait aussi que vous avez des objectifs différents. Peut-être qu'une, sa valeur, c'est vraiment d'assurer un paiement des prestations sous 48 heures. Voilà comment elle se définit. Une autre, c'est vraiment d'assurer la proximité avec ses adhérents. Et donc, elle a un réseau de commerciaux assez important qui se déplace chez les clients. Peut-être que d'autres ont leur valeur, c'est des taux de frais de gestion très bas. Et finalement, selon vos valeurs, selon votre identité, les activités de contrôle et les risques que vous encourez seront différents. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc pour les responsables de contrôle interne qui trouvent que ça manque de valeur ajoutée, que ça manque de sens, revenez aux fondamentaux, ce qui nécessite pour les administrateurs et les directeurs qui sont présents avec nous, que vous ayez bien, vous, en amont, défini vos valeurs, défini ce qui vous caractérisait. À partir de là, on mettra en place des risques et des éléments de contrôle cohérents pour atteindre ces objectifs. Les 2 derniers éléments, c'est le pilotage. Donc, on a vu, c'est un dispositif qui doit être piloté et pas uniquement une photo de la cartographie, pas uniquement une photo du dispositif. Et puis, un dernier point, on y reviendra un peu plus loin parce que c'est un point essentiel pour que le dispositif fonctionne et soit parfaitement intégré à la structure, c'est la nécessité d'information et de communication à tous les niveaux. Et on y reviendra un petit peu plus loin dans la présentation. En tout cas, un des premiers éléments et qu'on voit dans cette structure du COSO, ça va être l'évaluation des risques.
Alors, dans la démarche de contrôle interne, il y a l'étape importante, et c'est la plus grande, de construction de cartographie des risques. Et pour que celle-ci soit efficace, elle va devoir répondre à plusieurs critères. En premier lieu, elle doit être exhaustive. Exhaustive, c'est-à-dire qu'elle doit reprendre l'ensemble des risques opérationnels de votre structure. Ensuite, elle doit être mise à jour annuellement ou dès lors d'un changement. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'essentiel parce que la cartographie, elle ne doit pas être une photo figée et doit évoluer avec l'environnement externe et interne de la mutuelle. Par exemple, du fait du contexte Covid, forcément, vos risques ont évolué. C'est vrai que le télétravail a entraîné beaucoup de nouveaux risques. Peut-être qu'il y a de nouvelles sécurisations informatiques qui font qu'il y a des risques qui existaient et qui n'existent plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit vivre parce que la photo de la cartographie aujourd'hui ne sera pas la photo de la cartographie demain. C'est quelque chose qui doit être propre à la mutuelle. C'est vrai que nous, avec Camille, on travaille avec une vingtaine de mutuelles sur leur contrôle interne et on va dire qu'elles ont peut-être 70% de risques en commun, mais la façon dont elles les maîtrisent et la façon dont elles les gèrent va différer d'une structure à l'autre. Et bien sûr, il faut qu'elles soient partagées à l'ensemble des acteurs de la mutuelle et c'est un point où on reviendra plus en détail ensemble dans la suite de la présentation. Alors, comment cartographier les risques? Donc, la cartographie des risques, c'est d'abord d'identifier les risques, mais aussi de les quantifier. Donc, pour cette quantification, on va d'abord passer d'une vision brute, c'est-à-dire qu'on va regarder en quelque sorte l'impact et la fréquence du risque, comme s'il n'y avait pas d'élément de maîtrise. Alors, c'est vrai que dans le cadre de l'accompagnement de nos différentes mutuelles avec Camille et dans la mise en place de leur dispositif de contrôle interne, on se rend vite compte que c'est une étape qui est plutôt difficile car quand on interviewe les opérationnels, ils ont tout de suite envie de prendre en compte l'élément de maîtrise. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir en risque brut, ils vont réfléchir directement au risque net. Par exemple, si on prend en compte le risque de payer une prestation en double, on peut dire que ce risque ne survient quasiment jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages informatiques dans l'outil de prestation, par exemple, des doubles contrôles qui sont effectués. Mais qu'est-ce qui est important à retenir? C'est que le risque brut de payer une prestation en double, il va quand même être élevé. Donc, pour aider dans cette étape d'obtention du risque brut, on recommande de s'imaginer le risque d'erreur si on se faisait tous les yeux fermés. En fait, cette étape, elle est extrêmement importante, car si on veut disposer d'un dispositif optimisé, dès le départ, le risque faible ou le risque ayant peu d'impact, il faut mettre en place un élément de maîtrise important. Il sera inutile de mettre en place un élément de maîtrise important. À l'inverse, si le risque est fort, il faudra allouer plus d'énergie et plus de ressources pour le maîtriser. Donc, on veut évidemment éviter que tous les risques surviennent, mais certains risques vont avoir plus d'impact que d'autres et donc vont nécessiter de mettre en place des ressources plus importantes et plus adaptées. Ensuite, pour chaque risque, on va donc associer un élément de maîtrise, ce qui va permettre d'obtenir notre risque net. Et donc, on vous propose très rapidement de détailler dans la suite de cette présentation les différentes étapes pour obtenir ce risque net. Alors, la première étape, comme l'a dit Jean-Noël, c'est d'identifier les risques. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une cartographie la plus exhaustive possible. Alors, ça peut être compliqué parce qu'en plus, c'est quelque chose qui, comme l'a dit Jean-Noël, demain, votre cartographie ne sera pas la même que celle d'aujourd'hui, mais au moment où vous la réalisez, chaque fois que vous la mettez à jour, il faut essayer d'être le plus exhaustif possible. Pour ça, il y a deux méthodes. Alors, ces deux méthodes, c'est des méthodes parallèles qu'il faut croiser. On ne choisit pas l'une ou l'autre. Je pense que vous serez d'accord pour les mutuelles qui ont mis en place plutôt leur dispositif entre 2008 et même entre 2008 et 2014. On a plutôt, ce qu'on observe, c'est que nos clients sont plutôt sur une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'ils vont recenser l'ensemble des processus et pour chaque processus, ils vont interviewer les opérationnels travaillant sur ces process pour identifier les risques relatifs à chaque étape du process. Donc, c'est pour ça que ça peut paraître un peu chronophage parce que cette approche bottom-up, il faut se dire que ça prend à peu près 3 mois temps plein homme pour la mettre en œuvre. Dans la vraie vie, on n'a jamais 3 mois dédiés à ça. Donc, souvent, ça va s'étaler sur 3 mois, 6 mois, voire 1 an pour mettre en place cette approche bottom-up. Là, le gros avantage, c'est que ça permet d'être sûr de rien oublier. On est sûr qu'on a identifié tous les process et qu'on va bien se poser la question pour chaque processus, à chaque étape, quels sont les risques. L'inconvénient, par contre, c'est le temps à passer. Du coup, c'est pour ça qu'on aime bien croiser cette approche avec l'approche top-down.
notamment pour les organismes qui soit n'ont pas mis en place encore de dispositif, soit l'ont mis en place en 2016. On leur recommande pour pouvoir vite répondre aux exigences notamment de la CPR et pour être vite conscient de leurs risques, de commencer plutôt par cette approche top-down qui présuppose finalement de définir les risques, d'identifier les risques par le top management. Donc, on va voir les directeurs et on va voir quels sont les risques de la structure. Ces deux approches, comme je disais au départ, elles doivent vraiment être corrélées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer de l'une et de l'autre. L'approche top-down permet d'avoir très rapidement les risques majeurs et l'approche bottom-up, une vision exhaustive. Et l'objectif, c'est de s'assurer que quand on prend l'une et l'autre des deux méthodes, les risques majeurs qu'on obtient sont bien les mêmes. Une fois qu'on a identifié les risques, il va falloir les quantifier. C'est ce qu'elle nous a dit Jean-Noël, on va les quantifier selon l'impact et la fréquence. Ça, c'est naturel. Si par exemple, tout à l'heure, en sortant des bureaux Actuelia, je vous demande est-ce qu'il vaut mieux que je regarde en l'air pour ne pas me faire écraser par un avion ou à gauche et à droite pour ne pas me faire écraser par un vélo, a priori, vous allez plutôt me conseiller de regarder à gauche et à droite. Parce que même si l'impact de me faire écraser par un avion est quand même beaucoup plus important que de me faire écraser par un vélo, je pense que je ne survivrai pas à l'attaque d'un avion, la probabilité que ça survienne est quand même beaucoup moins élevée. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement naturel de se dire, je vais regarder bien sûr l'impact du risque, mais aussi la fréquence de survenance. Et donc pour ça, vous allez avoir des échelles. Pour l'impact, vous allez avoir une échelle financière, un impact image, ça peut être un impact juridique. Et souvent, on va avoir des échelles de 1 à 3, de 1 à 4, de 1 à 5. Avec 1, il y a quasiment peu d'impact, et 5, c'est l'impact le plus élevé. Ce que je vous propose, avant de vous donner la bonne pratique, c'est qu'on fasse un petit sondage sur vos échelles, pour ceux qui ont mis en place un dispositif, sur vos échelles, quel est le nombre de niveaux. Est-ce que ça peut être un impact de 1 à 3, 1 à 4, 1 à 5? Et je vais laisser... voilà, j'en ai... Donc, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Bon, j'ai l'impression que quand même, ce qui se détache, on peut arrêter le sondage, c'est que vous avez des échelles paires de 1 à 4. Donc, ça va totalement avec l'idée qu'on a avec Jean-Noël et les bonnes pratiques qu'on a, c'est qu'il faut privilégier des échelles paires de 1 à 4. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, pour ceux qui ont des échelles impaires, par exemple 1 à 3, quand on n'arrive pas à se positionner, souvent on va mettre 2. Et donc, le risque, c'est d'avoir des risques qui soient tous au milieu, alors que l'objectif principal du contrôle interne, c'est d'arriver à hiérarchiser les risques pour pouvoir optimiser les éléments de maîtrise et mettre des éléments de maîtrise plus importants sur les risques qui sont effectivement forts et moins importants sur les risques qui sont effectivement faibles. Et donc, le biais, quand on a une échelle impaire, c'est finalement qu'on fasse un juste milieu et que tous les risques soient au milieu et qu'on n'ait pas réussi à se positionner. Donc, pour soit ceux qui n'ont pas mis en place de dispositif, soit les administrateurs, membres du comité d'audit qui sont avec nous, si vous voulez vous assurer de la pertinence de votre dispositif, allez regarder l'échelle de notation pour voir si on est sur des échelles paires ou sur des échelles impaires. Une fois qu'on a obtenu le risque brut, on va mettre en place derrière un élément de maîtrise. L'élément de maîtrise, c'est l'élément qui va permettre de limiter le risque. Ça peut être un élément humain pour, par exemple, s'assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe dans le journal trimestriel. Bon, on va avoir peut-être 1 ou 2 relectures du personnel. Pour éviter de payer en double une prestation, là, selon les organismes avec qui on travaille, ça peut être un contrôle embarqué dans l'outil. Et dans ces cas-là, ça permet de neutraliser le risque. Ça peut être un contrôle hiérarchique. Ça peut être une alerte dans l'outil, mais qui ne soit pas une alerte bloquante. Donc, c'est pour ça qu'on vous a dit que votre cartographie, elle est vraiment propre à votre structure parce que la façon dont vous allez maîtriser un même risque va être différente d'une structure à l'autre. En tout cas, il faut regarder si votre élément de maîtrise, il est d'une part
efficace? Est-ce qu'il permet de limiter le risque, de le neutraliser ou alors uniquement de l'identifier? Et puis, est-ce qu'il est systématiquement utilisé? Parce que si on a un élément de maîtrise qui permet de neutraliser le risque, mais qu'on n'utilise qu'une fois sur deux, bon, bah, finalement, votre élément de maîtrise sera perfectible. Et donc, on va associer finalement à chaque niveau de risque brut un niveau d'élément de maîtrise, ce qui va vous permettre d'obtenir la matrice de chaleur de vos risques nets. Et donc, à partir de ces risques nets, ça vous permet d'avoir une vision des risques importants de la structure, plutôt les risques majeurs sur lesquels il faudra peut-être allouer des nouvelles actions, parce que ça veut dire que les éléments de maîtrise qui existent aujourd'hui sont insuffisants, voire peut-être inexistants. Et donc, sur ces risques forts ou majeurs, il faudra intégrer, mettre en place des nouvelles actions. Et puis, sur les risques faibles, on peut se dire qu'on est rassuré, ce risque-là est maîtrisé. Là, on vous présente une matrice de chaleur avec des niveaux faibles, significatifs, forts, majeurs, mais peut-être qu'à l'intérieur de chacune des catégories, vous allez avoir bien sûr de nombreux risques. Peut-être que sur les risques majeurs, vous allez en avoir 4, 5, 6, 7 qui sont tous notés majeurs. Il y a de plus en plus de structures qui veulent, à l'intérieur d'un niveau, donc à l'intérieur des risques majeurs, pouvoir encore les hiérarchiser. Et donc, alors, c'est le début, on commence à y réfléchir, qui vont du coup coter leurs risques, essayer de trouver une cotation un peu plus fine, par exemple une cotation financière pour se dire, sur mes 8 risques majeurs, lequel est-ce que j'ai à prioriser? Néanmoins, même si vous n'en êtes pas à ce stade-là de la réflexion, cette matrice de chaleur vous permet déjà d'avoir une hiérarchisation sur 4 niveaux de vos risques. Donc, ça, c'est les principes pour mettre en place une cartographie. Et alors, on a vu, il reste peut-être 10% qui n'ont pas encore mis en place de cartographie, mais la majorité des participants ont leur cartographie des risques. C'est ce qu'on observe chez nos clients. Ce qu'on observe, c'est la difficulté de rendre cette cartographie efficace et de créer de la valeur ajoutée. Et ça, on se rend compte que c'est le sentiment qu'ont les responsables de contrôle interne, mais aussi les opérationnels qui nous disent, le contrôle interne, on vient nous embêter avec des contrôles. Et c'est le sentiment aussi qu'a la direction, sans voir la valeur ajoutée. Et donc, l'objectif de notre prochaine partie, c'est de se dire comment, parce que bien sûr, les organismes ont réussi, comment je peux rendre efficace mon dispositif, quels sont les outils pour créer de la valeur ajoutée. Alors, comment disposer d'un contrôle interne efficace? Alors, pour que votre contrôle interne soit efficace, on recommande de mettre en place plusieurs choses qu'on détaillera dans la suite de la présentation. Alors, tout d'abord, ce sont des contrôles de second niveau efficaces. C'est également de mettre à jour cette cartographie des risques à minima annuellement, d'avoir un suivi des risques majeurs, également d'avoir une base incident opérationnelle, d'avoir une communication qui se fait à tous les niveaux de votre structure et enfin d'avoir une évaluation par le comité d'audit de l'efficacité de ce dispositif. Alors, si on regarde tout d'abord la mise en place des contrôles de second niveau. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de nombre, mais dans une cartographie des risques opérationnels, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les organismes ont entre 120 risques au minimum et ça monte jusqu'à 500 risques. Et le problème, c'est quand on a 500 risques, comment est-ce qu'on pilote le dispositif? C'est compliqué. Donc, plus vous avez de risques, plus c'est compliqué de mettre en place des contrôles de second niveau efficaces. En même temps, il faut une cartographie des risques exhaustive. Donc, il faut essayer de trouver le bon juste milieu. Nous, on a le sentiment, là, en octobre 2021, après avoir travaillé avec une trentaine d'organismes, qu'entre 150 et 200 risques, c'est à peu près la cible qu'il faut avoir. Si vous en avez plus, il y a un travail de rationalisation qui sera à faire, on pourra en rediscuter. En tout cas, sur ces contrôles de second niveau doivent permettre de s'assurer finalement de la réalité opérationnelle des éléments de maîtrise. C'est-à-dire que lorsqu'on va réaliser la cartographie des risques, notamment en vision bottom-up, on va interviewer les opérationnels. Risque, par exemple, payer en double une prestation, et puis l'élément de maîtrise, c'est un blocage automatique dans l'outil. Au moment où on réalise la cartographie, on est sur du déclaratif, on ne fait pas de contrôle. Dans le cadre du pilotage, le responsable du contrôle interne va venir s'assurer qu'effectivement, le blocage automatique dans l'outil existe bien et existe bien à chaque fois. Si vous avez même 200 risques,
c'est impossible pour le responsable contrôle interne de venir contrôler finalement toute la réalité opérationnelle des éléments de maîtrise. Ce serait trop long, trop chronophage. Donc, pour rendre efficaces ces contrôles de second niveau, il faut revenir à l'environnement. Vous savez, dans le COSO, je vous ai parlé de cette première base qui est l'environnement de contrôle, vos valeurs. Et donc, si vous distinguez par un délai de prestation, un délai de paiement des prestations relativement court, il va falloir que le responsable contrôle interne axe ses contrôles sur cet objectif-là. Si c'est d'avoir une qualité adhérent parfaite, il va falloir que le responsable du contrôle interne axe son contrôle sur cet objectif-là, en allant par exemple visualiser le nombre de réclamations, le contenu des réclamations, le délai d'attente au téléphone. Donc, pour que, en tant que responsable du contrôle interne, pour que vos contrôles de second niveau soient efficaces, il faut que vous les orientiez objectif de ma structure, indicateur clé de ma structure. Parce que vous ne pouvez pas tout contrôler et ça aurait peu de valeur ajoutée. Donc vraiment, ça nécessite au préalable que la direction, les administrateurs, vous ayez bien défini quels sont les axes clés, les objectifs majeurs de votre structure pour que le responsable du contrôle interne puisse mener ses contrôles de second niveau en fonction. Les contrôles aussi doivent permettre d'identifier des situations de surcontrôle ou de sous-contrôle. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec le paiement des prestations supérieures à 500 € qui était finalement contrôlé par 4 personnes. Là, on était dans une situation de surcontrôle. Ce n'est pas optimisé. Pour le coup, c'est aussi au rôle du responsable contrôle interne de dire attention, là, vous êtes dans une situation de surcontrôle. Peut-être qu'il faut réallouer les ressources. Ce sera plus pertinent et plus intelligent pour la structure. Alors, comme on l'a dit précédemment, la cartographie, elle ne doit pas être figée et doit finalement être à tout moment cohérente avec la réalité opérationnelle. Elle doit être donc mise à jour régulièrement. Nous, ce qu'on préconise, c'est mise à jour à minima annuellement. À titre d'exemple, pour les organismes qu'on accompagne avec Camille dans la mise en place de cette cartographie, on va intervenir 1 à 2 fois par an sur 1 ou 2 jours par an pour rebalayer avec les opérationnels sous la forme d'interviews sur leur processus opérationnel l'ensemble de leurs risques. Un autre outil qui, à notre sens, nous paraît l'outil le plus efficace dans le pilotage de votre dispositif de contrôle interne, c'est la base incident. Pourquoi? Parce que la base incident, elle a pour objectif de collecter, d'identifier tous les dysfonctionnements survenus sur les processus. Alors, pourquoi c'est un outil merveilleux? Parce que finalement, vous auriez une base avec tous les incidents qui sont survenus et ça vous permettrait, en tant que responsable du contrôle interne, de vous dire est-ce que le risque qui est survenu, est-ce que je l'avais identifié? Donc, déjà, ça vous permet de challenger l'exhaustivité de votre cartographie des risques. Donc, soit en fait, le risque qui est survenu, vous ne l'aviez pas identifié, vous allez pouvoir alimenter votre cartographie des risques et puis prendre les mesures nécessaires. Ou alors, peut-être que ce risque, si vous l'aviez bien identifié, vous pensiez qu'il était maîtrisé, et finalement, comme il est survenu, ça remet en cause l'élément de maîtrise, et donc ça vous permet de revoir l'élément de maîtrise pour qu'il soit plus adapté au risque. Alors, c'est un outil merveilleux qui, pour autant, est encore aujourd'hui très peu utilisé dans les structures. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs difficultés. Une des difficultés, c'est déjà la notion d'incident. Qu'est-ce qu'on entend par un incident? Par exemple, un retard de 10 jours dans le paiement des prestations. Est-ce que c'est ou pas un incident? Là, déjà, selon la version risque de chaque personne, selon aussi la structure dans laquelle vous travaillez, ça pourrait être vu ou pas comme un incident. Pour essayer de pallier à cette problématique, on vous recommande de sensibiliser le personnel sur la notion d'incident en donnant un maximum d'exemples concrets d'incidents. La deuxième problématique et la deuxième difficulté qui est peut-être finalement la plus grande, c'est que qui dit base d'incident dit remontée d'incidents. Et personne n'aime vraiment remonter les incidents qu'ils ont pu subir, alors que ce soit de leur fait ou pas de leur fait. Donc, cette difficulté-là, pour essayer de la pallier, là aussi, il faut sensibiliser à la fois les opérationnels, mais aussi le management pour dire quand on remonte un incident, la conséquence, ce n'est pas une sanction. Non, la conséquence, c'est qu'on va améliorer le dispositif pour
optimiser et qu'à l'avenir, finalement, on puisse limiter les risques. Et il y aurait plus de risques de cacher sous le tapis la survenance d'un incident plutôt que de le remonter. Et pour ça, ça va vraiment nécessiter une vraie sensibilisation du niveau opérationnel au niveau direction. Donc, le suivi des risques majeurs est également une étape importante qui va permettre de mettre en avant les principaux risques de la structure et d'identifier pour chacun des éléments de maîtrise à mettre en œuvre, mais également de s'assurer de la bonne maîtrise et de la bonne mise en œuvre des actions permettant la survenance de ces risques-là. Dans ce cas-là, le conseil d'administration va avoir un vrai rôle à jouer, car la façon dont on maîtrise le risque va différer ou va pouvoir différer d'une structure à l'autre. Si on prend un exemple tout simple, si on identifie dans une structure un risque comme clé, l'action à mettre en œuvre va différer selon l'inversion au risque de tel ou tel conseil d'administration. Donc, dans certaines structures, le conseil d'administration va dire qu'il est essentiel de recruter un binôme, même si le coût peut être important. Et dans d'autres, peut-être que le conseil d'administration va décider d'assumer ce risque et de faire appel éventuellement à de l'intérim en cas de survenance de ce risque. En tout cas, ce qu'on conseille, nous, c'est vraiment d'avoir une bonne communication sur ces risques-là pour être sûr que le conseil d'administration ait une vision exhaustive de l'ensemble de ces risques majeurs. Un autre élément qui va aider à l'animation du dispositif, mais surtout à la surveillance de l'efficacité du dispositif, c'est l'évaluation par le comité d'audit de l'efficacité du dispositif de contrôle interne. D'ailleurs, pour les membres du comité d'audit qui sont présents avec nous, c'est vraiment une de vos missions, notifier dans le code du commerce, le comité d'audit s'assure du bon fonctionnement du dispositif de contrôle interne. Et donc, c'est-à-dire que c'est à vous de vous assurer que la cartographie des risques est mise à jour régulièrement, que les processus sont maîtrisés, que les risques majeurs sont remontés. Alors, quand je dis à vous, c'est peut-être pas forcément directement à vous, parce que vous n'avez peut-être pas forcément le temps ni les compétences de l'outil métier pour pouvoir aller vérifier la réalité des éléments de maîtrise et la réalité de la maîtrise des activités. Et pour ça, vous allez du coup missionner une personne, un auditeur, on parle d'audit interne, vous allez missionner un auditeur qui va venir mener une mission d'audit dans votre structure pour s'assurer de l'efficacité du dispositif. Mais c'est à vous, comité d'audit, de définir le plan d'audit avec la fonction clé audit interne, de définir le nombre de missions à réaliser par an. Nous, en moyenne, on observe entre 1 à 5 missions selon la taille des structures, selon le niveau d'avancée sur le dispositif des structures. Et donc, l'objectif, ça va être que cet auditeur va venir vous remonter à vous, comité d'audit, un niveau, finalement, un niveau d'efficacité du dispositif. Est-ce que le dispositif est totalement maîtrisé, partiellement maîtrisé, pas du tout maîtrisé? Ça va vous donner une assurance quant à la maîtrise des activités. Donc, pour les membres du conseil d'administration, vous avez un interlocuteur direct, c'est votre comité d'audit qui doit s'assurer de l'efficacité du dispositif. Alors, une communication adaptée à tous les niveaux. Donc, on a vu qu'il faut bien sûr que le responsable du contrôle interne ne soit pas le seul sachant sur la cartographie des risques. Et c'est pour ça qu'il est aidé du coup par les opérationnels ou par la direction dans le cadre de cette réalisation de la cartographie des risques opérationnels. Ensuite, il faut vraiment qu'il adapte sa communication et qu'il communique sur tous les risques. Déjà, premièrement, pour garantir une certaine culture risque au sein de l'organisme. Ensuite, comme on l'a vu précédemment, pour communiquer sur les risques majeurs et également pour évaluer la mise en œuvre des éléments de maîtrise. Mais il faut que cette communication, elle soit adaptée et adaptée à tous les niveaux. Au niveau opérationnel, par exemple, il faut que chaque métier ait la connaissance de l'ensemble de ces risques, mais uniquement de ces risques, corrélés évidemment avec ces process. Donc, pour le service prestation, par exemple, on va leur communiquer l'intégralité des risques prestations. Pour le service informatique, on va communiquer l'intégralité de la cartographie des risques informatiques. Par contre, si vous allez voir les administrateurs ou les dirigeants effectifs, si vous leur montrez les 300 risques de la cartographie des risques, vous risquez vite de les perdre au bout du 10e risque. Donc, pour eux, la communication se fera plutôt sur une vision macro des risques majeurs de la structure et éventuellement avec la possibilité de leur présenter les évolutions entre la cartographie qui
qui a été réalisé en N-1 et les différences avec la cartographie N. Pourquoi? Ça leur permettra en fait de s'assurer que le dispositif vit bien et puis aussi de mettre en exergue en fait les modifications qui ont été apportées et éventuellement de présenter les résultats des contrôles de second niveau. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de communiquer, mais surtout d'adapter sa communication. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous présenter un visuel, parce que ce qui peut être dur, c'est comment est-ce que je présente les 300 risques à mon conseil d'administration, sachant que, comme l'a dit Jean-Noël, et je partage totalement, au bout du 10e, il risque d'être perdu. Bah, ça, c'est un visuel sur lequel on a travaillé, qui permet en fait d'avoir par grands macro-processus. Alors là, on en a mis 2, support et métier, mais vous pouvez en avoir plus, managériaux, gouvernance. Et à l'intérieur de chacun, on va mettre les processus, comptabilité, ressources humaines. Pour le métier, ce sera plutôt gestion des prestations, gestion des cotisations. Et à l'intérieur, on va mettre finalement le niveau de risque, le nombre de risques par niveau. Alors, d'une part, ça vous permet déjà d'avoir en une page combien de risques majeurs vous avez pour chacun des process, parce que c'est aussi ça l'objectif, c'est de savoir déjà quels sont mes risques majeurs. Se dire aussi, bon, on espère, et c'est comme ça que vous allez vérifier, que la majorité de vos risques sont maîtrisés. Ça vous permet aussi de vous dire, est-ce que mon dispositif, il a bien été mis en place? Je vous ai parlé du risque de tout mettre au milieu. Si vous voyez que vous n'avez que des risques jaunes, se dire, oula, c'est bizarre. Si vous avez aussi que des risques verts, c'est aussi bizarre. J'ai une structure qui a fait appel à nous parce qu'elle nous a dit, bon, bah, moi, j'ai mis en place le dispositif de contrôle interne, mais tous mes risques sont verts. Parce que personne ne voulait dire à la direction qu'il y avait certains risques qui n'étaient pas maîtrisés. Alors que l'objectif, justement, c'est d'identifier les risques non maîtrisés pour pouvoir mettre en place des actions. Donc, ce visuel, vous pourrez le reprendre ou pas, comme vous voulez, mais c'est vrai qu'on a le sentiment, ça permet pour les administrateurs et la direction d'avoir tout de suite une vision déjà du nombre de risques majeurs, mais aussi d'avoir une première intuition sur l'efficacité du dispositif. Si tout est jaune, c'est que ça a moyennement marché. Si tout est vert, attention, c'est peut-être qu'on n'a pas osé dire qu'il y avait des risques majeurs. Et puis aussi, si d'une fois sur l'autre, le tableau n'a pas bougé, bah là aussi, posez-vous des questions. Jean-Noël parlait du Covid qui avait forcément transformé l'activité. Il y a aussi toutes les exigences de qualité des données, où forcément, le processus qualité des données, il n'existait pas en 2008 et vous devez le retrouver aujourd'hui. Donc, forcément, ce visuel doit évoluer d'une fois sur l'autre. Finalement, si on devait retenir 3 éléments de facteurs clés de réussite, c'est déjà un responsable identifié. Parce que dans toute cette partie déploiement, animation du dispositif, on voit que le responsable du contrôle interne a un vrai rôle à jouer. C'est lui qui va communiquer, c'est lui qui va mettre à jour la cartographie des risques, c'est lui qui va être souvent le responsable de la base incident. Donc, c'est essentiel que ce responsable soit identifié et surtout qu'il dispose de suffisamment de temps. Parce que pour rendre le dispositif pertinent, il faut que la personne qui s'en charge ait suffisamment de temps pour travailler dessus. Il faut aussi que vous disposiez d'outils flexibles. Aujourd'hui, il y a des organismes qui travaillent avec des outils métiers, des outils de marché, où en interne, eux ont la connaissance. Et donc déjà, ça peut paraître chronophage de mettre à jour la cartographie. Si en plus, il y a une difficulté en termes méthodologie d'utilisation d'outils, ça risque d'être un frein. Donc, l'outil que vous utilisez ne doit vraiment pas être un frein. Pour ceux qui n'ont pas mis en place de cartographie, on se rend compte qu'Excel fonctionne très bien. Il y a des outils marchés qui fonctionnent aussi très bien, mais il faut vous assurer qu'en interne, vous avez bien la ressource compétente pour l'utilisation de cet outil. Et puis, il faut une implication de l'ensemble des parties prenantes. On y reviendra dans la conclusion, mais le contrôle interne, c'est vraiment l'affaire de tous. Et donc, pour ça, n'hésitez pas à intégrer des comités de pilotage opérationnel qui permettent de remonter les risques, de former, sensibiliser le personnel à cette notion de risque, à cette notion d'utilité du contrôle interne. N'hésitez pas dans ce cadre-là à communiquer en tant que responsable du contrôle interne, à communiquer sur vos succès. Le fait, par exemple, si je reprends l'exemple du début où le contrôle des prestations supérieures à 500 € a été élevé à un contrôle supérieur à 1 000 €, je peux vous assurer que la responsable prestation, elle était contente qu'on soulage ses équipes, qu'elle a pu allouer finalement à d'autres tâches. Donc, communiquer sur les succès pour montrer que le contrôle interne, ce n'est pas que du contrôle,
c'est surtout une optimisation des contrôles. Si grâce aux éléments de maîtrise, vous avez réussi à déjouer des cyberattaques, là aussi, voilà, communiquer sur les succès réalisés à travers le dispositif de contrôle interne. Alors, avec Camille, on aime bien ce webinaire qu'on décline aussi sous forme de formation parce qu'on parle de choses qui existaient avant Solvabilité 2. Mais il faut savoir que Solvabilité 2 a quand même enrichi les outils mis à disposition et a enrichi l'utilité du contrôle interne. Alors, le contrôle interne, lui, est utile évidemment pour s'assurer de la maîtrise de son activité, mais il va être aussi utile dans les différents travaux S2, notamment dans l'ORSA, parce que dans l'ORSA, et dans le cadre de l'ORSA, il faut évaluer son besoin global de solvabilité qui vous permet d'analyser vos propres risques propres à la structure. Et du fait de vos travaux, vous avez déjà quelque chose qui existe sur les risques opérationnels puisque vous avez construit votre cartographie et vous êtes donc capable d'identifier les risques propres à la structure afin d'évaluer ce besoin global de solvabilité. Votre cartographie des risques opérationnels va permettre également d'identifier du coup les risques majeurs, on l'a vu précédemment, et par conséquent, éventuellement de modéliser différents scénarios de stress en fonction de ces risques. Par exemple, cette année, avec Camille, on a vu beaucoup de structures qui ont modélisé les risques de cyberattaque pour voir l'impact image sur leurs adhérents. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider dans le choix et la définition de vos scénarios de stress. Donc, avant Solvabilité 2, on l'a vu, la cartographie des risques s'est concentrée sur des risques dits opérationnels. On se rend compte que pour qu'une structure fonctionne bien, il faut qu'elle maîtrise évidemment, par exemple, la gestion des prestations, la gestion des cotisations, mais il faut aussi qu'elle maîtrise son risque image, son risque technique, et on l'a vu avec le 100% santé, par exemple, avec la dérive de la sinistralité, mais aussi ses risques financiers. Et donc, finalement, la méthode qu'on a vue d'identification et de quantification des risques opérationnels, la CPR avec Solvabilité 2, demande à ce qu'on élargisse cette cartographie des risques opérationnels à une cartographie des risques, tout risque de la structure. Donc, il va comprendre les risques financiers, stratégiques et images, par exemple. Vous allez donc avoir, grâce à Solvabilité 2, deux cartographies. Une cartographie des risques opérationnels, celle qu'on connaît depuis 2008, et une nouvelle cartographie qui sera plus une cartographie des risques, tout risque. Avec Solvabilité 2, on vous apporte également un nouvel interlocuteur. Et donc, effectivement, vous allez toujours avoir le responsable de contrôle interne. Mais en plus, vous allez avoir ce qu'on appelle la fonction clé gestion des risques, qui va être responsable du pilotage de la gestion des risques et en particulier des risques opérationnels. Donc, si dans les facteurs de réussite qu'on a cités précédemment avec Camille, vous n'aviez pas de responsable de contrôle interne, eh bien là, de facto, vous en avez un puisqu'il est obligatoire. Enfin, et ça sera notre dernier point, vous allez avoir un dernier outil avec Solvabilité 2 parce que là, on a parlé d'échelle de cotation de risque, de méthodologie de quantification, d'identification des risques et de format de communication. Tous ces éléments vont varier d'une structure à une autre et c'est important que vous fixiez vos propres règles du jeu et c'est pour ça que vous avez un document parfait qui sont les politiques écrites. En conclusion, l'objectif, ça va vraiment être d'avoir un dispositif de contrôle interne qui soit efficace, parfaitement intégré à la structure. Et pour ça, chacun a un rôle à jouer. C'est pour ça qu'on a voulu, sur l'avant-dernière slide, finalement, vous rappeler que les opérationnels ont un rôle à jouer parce que c'est eux qui, au quotidien, assurent la maîtrise des activités, qu'on soit finalement au service ressources humaines, où là, on s'assure que les congés ne mettent pas en péril la structure, ou en tout cas qu'il n'y ait pas un risque homme-clé, que les contrats de travail soient conformes. Au service gestion des prestations, qu'on ne saisisse pas les yeux fermés, qu'on s'assure que l'adhérent est bien adhérent au moment du soin, qu'on encaisse le bon niveau de cotisation, qu'au niveau comptable, les provisions soient correctement calculées, que les comptes soient justes. Donc, les opérationnels, eux, travaillent en vision contrôle interne tous les jours. On n'arrive pas le lundi en disant « bon, aujourd'hui, je fais du contrôle interne » et puis après, j'oublie. Dans les opérationnels, c'est au quotidien qui réalisent leur processus avec un objectif de maîtrise des activités. On va avoir le responsable du contrôle interne qui va venir, par des contrôles de second niveau, vérifier que les opérationnels maîtrisent bien leurs activités et puis qui va également venir communiquer aux dirigeants effectifs, aux administrateurs, aux comités d'audit.
Les dirigeants effectifs, vous devez vous assurer que le dispositif fonctionne bien, que vous avez bien un responsable de contrôle interne qui dispose de suffisamment de temps, que le dispositif permet de créer de la valeur ajoutée pour votre structure, qu'elle permet d'identifier les risques majeurs, d'identifier aussi l'avancement dans la mise en œuvre d'actions permettant de couvrir certains risques majeurs. On observe qu'on a de plus en plus de clients qui font mener des tests anti-intrusion, justement dans le cadre du risque cyberattaque. Les dirigeants effectifs, vous devez vous assurer que ces tests, que cet élément, ce test d'intrusion, est bien mis en œuvre, est bien suivi par le responsable du contrôle interne. Et puis, administrateurs et comités d'audit, vous êtes garant du bon fonctionnement des activités et à ce titre-là, vous devez notamment vous assurer de l'efficacité du dispositif en menant notamment des missions d'audit interne. Donc, on est assez content parce qu'on est plus de 90 aujourd'hui et on a vu dans les inscriptions qu'on a des administrateurs, des responsables, contrôle interne, des opérationnels et ça permet vraiment de conclure que le contrôle interne est l'affaire de tous. Alors, aujourd'hui, on accompagne de plus en plus de structures parce qu'en 2008, on a pu être sollicité, alors moi j'ai commencé à travailler en 2011, on a pu être sollicité pour aider à la mise en place de la cartographie. Donc, on intervenait vraiment pour aider à mettre en place la cartographie et le dispositif. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais vous avez vu, il ne reste plus que 10% des organismes qui ne l'ont pas encore mis en place. Donc, on peut intervenir chez eux, mais aujourd'hui, on intervient aussi dans le cadre de la rationalisation des dispositifs pour des structures qui nous disent, voilà, Camille, voilà, Jean-Noël, on a 500 risques, on n'arrive plus à piloter notre dispositif, comment est-ce qu'on peut faire ? On leur propose les solutions qu'on a pu vous proposer là, on les aide à rationaliser, on les aide à trouver de la valeur ajoutée, on les aide à identifier leurs risques majeurs. Peut-être que certains dispositifs ne sont pas suffisamment pilotables et efficaces parce que tous les risques sont notés significatifs. Ils n'ont pas réussi à les hiérarchiser. Et donc, c'est sûr que si on n'arrive pas à hiérarchiser nos risques, ça va être compliqué de pouvoir adapter les éléments de maîtrise et de mettre en place des actions adéquates. Et on intervient aussi dans des audits de dispositifs. Des structures disent, voilà, on a un dispositif de contrôle interne, on a le sentiment que ça fonctionne bien, mais est-ce que vous pouvez venir nous donner votre opinion, vos évaluations par rapport à ce que vous pouvez voir dans d'autres structures. Donc, c'est vraiment un sujet varié. On sera ravis de pouvoir en discuter avec vous. Merci pour votre participation. Alors, il y a quelques questions. Je vous propose qu'on prenne peut-être 1 ou 2 minutes pour ceux qui doivent partir. Pas de souci. Merci en tout cas pour votre participation. Du coup, je réponds à une des premières questions. C'est le support vous sera envoyé. On va essayer de vous envoyer le support et le replay. Alors, soit dans la journée, soit demain. Donc, si demain soir, vous ne l'avez pas reçu, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, ce sera bien entendu communiqué pour ceux qui ont soit raté le début, soit qui veulent le diffuser. Donc, ça, c'était plutôt pour la question logistique. J'ai une autre question, c'est quel est le rôle du CAC dans le cadre de sa mission d'intérim sur le suivi de la mise en œuvre du contrôle interne? Effectivement, dans le cadre de sa mission d'intérim, le CAC va venir contrôler certains process. Nous, ce qu'on observe, alors je ne peux pas dire que ce soit totalement exhaustif la réponse que je vais proposer, mais on observe plutôt que le CAC va se concentrer sur les process de gestion des prestations et gestion des cotisations. Peut-être parfois le paramétrage, mais là, ce sera déjà plus rare. Donc, certes, le CAC, il a un rôle, mais il n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que vraiment, on conseille au comité d'audit de faire mener des missions d'audit sur l'ensemble du process. Mais c'est vrai que si vous reprenez nos slides sur comment le comité d'audit peut s'assurer de l'efficacité du contrôle interne, déjà, le retour des CAC dans le cadre de leur mission d'intérim donne une première évaluation du niveau de maîtrise. Et c'est d'ailleurs, en 2016, j'ai aidé une structure à mettre en place son dispositif de contrôle interne parce que c'était le CAC qui l'avait relevé depuis plusieurs années. Il n'y a pas de dispositif, il n'y a pas de dispositif. Donc, effectivement, ils ont un rôle à jouer dans le cadre du contrôle interne. Alors, il y a plusieurs questions aussi qui reviennent souvent. Certaines personnes ont raté la première partie. Alors, effectivement, il y aura un replay qui sera du coup diffusé sur nos LinkedIn et nos sites Internet. Et évidemment, les supports seront envoyés. J'ai aussi une question pour une cartographie de tout risque. Quel est le nombre idéal de risques à piloter? Alors, effectivement, sur le risque opérationnel, je vous disais, on est plutôt entre 150 et 200.
Pour une cartographie tout risque, pour moi, on ne doit pas dépasser les cinquantaines de risques. Hein. Oui, trop de risques, ça permet on a beaucoup de difficultés si on a trop de risques à hiérarchiser les risques et à avoir vraiment une vision des risques qui sont nécessaires dans le pilotage. Donc, sur une tout risque, on va mêler de l'opérationnel, du financier, de la souscription, de l'image. Voilà, 50 risques, c'est vraiment un grand maximum. On va animer, alors comme ça, en avant-première, on va animer au mois d'avril un webinaire sur justement la cartographie de tout risque. Et vous verrez que c'est quelque chose d'assez différent des risques opérationnels, parce que sur les risques opérationnels, c'est sûr que si on reprend tous les process, vous allez vite arriver à 150, 200 risques, mais elle n'aura pas le même objectif que votre cartographie tout risque. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'ai pas l'impression. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura donné des billes dans le cadre de votre dispositif. Alors, bonjour. Pour les compagnies d'assurance qui ont déjà des responsables audit interne et gestion des risques, est-ce qu'il faut désigner des responsables contrôle interne? Alors, déjà, il faut bien distinguer que le responsable contrôle interne n'est pas le responsable audit interne. Il y a vraiment deux niveaux. Le responsable du contrôle interne, c'est quelqu'un qui est là au quotidien, c'est des contrôles permanents, alors que l'audit interne, ça va être du contrôle ponctuel qui va d'ailleurs venir s'assurer que le responsable du contrôle interne réalise bien ses contrôles de second niveau, présente bien les risques majeurs. Donc, l'audit interne va venir contrôler le responsable du contrôle interne. Donc, le responsable audit interne ne se substitue pas au responsable contrôle interne. Par contre, si vous avez déjà un responsable gestion des risques et qui dispose de suffisamment de temps, le responsable gestion des risques peut être responsable de l'ensemble des risques et notamment des risques opérationnels et à ce titre faire office de responsable contrôle interne. Je vois d'ailleurs au niveau organisationnel, peut-on rattacher la fonction contrôle interne avec la fonction clé gestion des risques? Ce qu'on observe, alors je ne sais pas si vous parlez d'un rattachement, si on parle d'un rattachement hiérarchique, on aura plutôt la fonction clé gestion des risques qui sera entre guillemets au-dessus de la fonction clé, enfin pas de la fonction clé du responsable contrôle interne. Dans tous les cas, il faut que la fonction clé gestion des risques, elle ait la vision de tous les risques, dont les risques opérationnels. Et à ce titre-là, le responsable contrôle interne va devoir remonter les risques opérationnels à la fonction clé gestion des risques. Merci en tout cas, merci à tous pour votre participation. Dans la dernière page des slides, vous aurez nos coordonnées, donc n'hésitez pas, voilà, c'est des sujets qui nous passionnent avec Jean-Noël, donc n'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez en discuter. Merci beaucoup.